Alors, bonjour Xavier. Salut Steve. Tu es Xavier Duvet, auteur de bandes dessinées essentiellement érotiques. Arrête-moi si je me Essentiellement, trompe. oui, on va dire. Voilà. Et c'est par l'intermédiaire de Thierry Play, de Tabou Édition, que j'ai fait ta connaissance. Quand il m'a parlé de toi, il m'a désigné comme le monsieur BDSM de la bande dessinée française, et pour cette raison, il fallait absolument que je t'interviewe. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? En fait, je suis dessinateur, c'est vrai, comme tu le disais, principalement de bande dessinée depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Et enfin, ouais, au moins une vingtaine d'années déjà dans la BD et une bonne dizaine d'années dans l'illustration, la publicité, etc., quoi. J'ai la soixantaine. Ouais, je suis tombé dans la bande dessinée, dans le dessin tout petit, en lisant des bandes dessinées, évidemment, comme beaucoup de mes collègues. Et dès le plus jeune âge, j'ai montré certaines prédispositions pour le dessin. Alors que j'ai perfectionné au fur et à mesure du temps, mais j'ai suivi un cursus tout à fait normal avec une bonne scolarité. Puis arrivé au bac, j'ai fait une petite école de dessin. Et puis en parallèle des petits boulots, quand j'ai commencé à avoir mon bac, j'ai été étudié en fac d'anglais puisque je me passionnais pour les langues aussi. Et puis après avoir fait l'armée où je me suis retrouvé rédacteur en chef d'un magazine de bande dessinée. Au sein de l'armée ? Au sein de l'armée, j'étais rédacteur en chef adjoint parce que comme j'étais pas gradé, j'avais pas le droit d'être le rédacteur en chef. Mais ça faisait bien plaisir. C'était un commandant qui dirigeait le magazine, un truc qui s'appelait le DIPERMIL, la direction du personnel militaire. D'accord. Je me suis retrouvé à faire les couvertures, les illustrations, du rédactionnel, je faisais tout pratiquement là-dedans. Et puis en sortant, j'ai fait un ou deux petits boulots, et puis j'ai été engagé dans une première petite agence de publicité en tant que graphiste, une deuxième agence de publicité où je suis devenu directeur artistique, mais bon, c'était des petites boîtes. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, et j'ai voulu vraiment me lancer dans le dessin uniquement, la BD. Et comme j'avais assez de clients pour commencer à en vivre, je me suis déclaré à la Maison des Artistes. C'était ce qu'on avait autrefois comme système de sécurité sociale, quoi. Et puis à partir de ce jour-là, j'ai jamais cessé d'être toujours un dessinateur dans différents domaines. Alors il y a une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu peux expliquer comment, parce que tu m'as dit qu'il y avait une histoire derrière ça, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as choisi ton pseudonyme ? Ah ouais, alors... En fait, le premier magazine avec lequel j'ai collaboré professionnellement, c'était Casus Belli, donc un magazine sur les jeux de rôle. Et ils m'ont donné, le premier dessin qu'ils m'ont donné à faire, c'est ce qu'on appelle un cul-de-lampe. C'est un tout petit dessin grand comme ça qu'on retrouve en bas d'une colonne. Et donc, il n'y a pas la place pour écrire vraiment, je pouvais pas mettre Xavier Duvet en entier. Et comme j'avais commencé à faire des illustrations pour des fanzines, en général, un premier magazine, c'est le numéro 0. Donc je me suis dit, je vais mettre X, puis 0 en toutes lettres. Et puis pour ce cul-de-lampe, il n'y avait pas la place. Donc c'est devenu X et un O derrière. Donc les gens l'ont lu XO. C'est resté comme ça. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit, bon, on va pas changer tous les 5 minutes. Le rédacteur en chef de Casus Belli, qui me filait de plus en plus de dessins, il me disait, mais un jour, tu signes X0, l'autre, tu fais XO. Alors, les gens sont perdus. Qu'on reçoit un peu de courrier de fans, bon, pas des tonnes, mais un petit peu, et on est un peu perdu. Je fais, bon, on va rester sur XO, parce que de toute façon, c'est plus facile à écrire en 2 lettres. Puis j'ai juste à rajouter l'année dans laquelle a été fait le dessin. Et ça aurait dû être lu X0. Et il se trouve que même mes amis, ils lisaient le truc, ils fait XO. Ah ouais, donc toi c'est XO, voilà. Donc c'est resté. Donc je cherche plus à le corriger, voilà. Précision utile pour cerner le personnage Xavier Duvet. La plupart du temps, tu es scénariste et dessinateur de tes albums. Oui. En fait, alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Quand j'ai commencé à dessiner, moi, j'étais passionné par les bandes dessinées que je pouvais lire à l'époque. La véritable claque graphique, la première, ça a été des trucs de super-héros dans Strange, les Batman, les Superman, mais surtout Strange, les tout premiers Strange. Mais là, j'étais bien jeune, etc. Et je ne savais pas que j'allais m'orienter vers le dessin, même si j'aimais dessiner comme ça. Et puis, quelques années plus tard, je suis tombé sur les premiers Métal Hurlant. J'ai commencé à vouloir travailler pour ces magazines. Mais on était Métal Hurlant, notamment. Métal Hurlant. On était dans les années 80. Enfin, moi, je l'ai découvert. J'avais, je sais plus, 14, 16 ans ou un truc comme ça. Mais quand j'ai commencé à véritablement essayer de placer mes dessins chez Métal Hurlant, je les ai démarchés d'ailleurs une fois. On était plus dans les années 80.
Et c'était la fin de Métal Hurlant. Donc j'ai travaillé avec un scénariste de Métal Hurlant d'ailleurs, le scénariste de Gauclair, il s'appelle Charles Imbert. Je l'ai pas revu depuis une éternité. Et il m'a fait un petit scénario qui était sympa sur un 2 planches. On a été démarché chez Métal Hurlant. Je suis arrivé et de mémoire, je crois que j'ai été reçu par Carl Zero. Ouais. Voilà. Et c'est de mémoire, c'est lui que j'ai vu, quoi. Et on est arrivé dans la pièce de rédaction. Charles Imbert le connaissait, il dit tiens, j'ai un jeune dessinateur à te proposer. Là, on a fait un scénario. Il lui a dit pose les planches là. Et il y avait une pile comme ça de planches de bande dessinée. Il me dit on commence par le bas. Je fais bon, c'est foutu, quoi. C'est même pas, Métal Hurlant n'existera plus. Et d'ailleurs, ça a cessé 1 ou 2 ans plus tard, ça a cessé d'exister, quoi. Donc, quand j'ai voulu refaire de la bande dessinée, j'ai abandonné l'idée de faire de la bande dessinée pendant un petit bout de temps et je me suis mis plus à l'illustration. De l'illustration pour les textiles, les t-shirts. Je fais beaucoup de choses avec des illustrations à l'aérographe, hyper réalistes, avec des pin-up devant des camions, des loups avec des camions, des Harley Davidson, des trucs qu'on voit beaucoup sur les marchés. Et puis un jour, j'ai fait 2-3 pin-up et je suis allé démarcher un éditeur érotique de bande dessinée. Il n'y en avait qu'un seul à l'époque qui survivait et qui vivait bien, enfin qui distribuait bien, c'était BD adulte. Donc ils avaient BD adulte, BDX, Gay Comics, etc. Et il s'est avéré que je leur ai proposé ces pin-up à l'aéro pour faire une couverture. Ça leur a bien plu et ils hésitaient à savoir laquelle ils allaient prendre. Et dans leurs locaux, il y avait un lavabo qui fuyait et il y avait des plombiers. Et quand ils ont fini leur boulot de réparation, quoi, ils viennent dans le truc, ils voient les dessins, puis je dis vous hésitez à prendre les 3 couvertures, enfin les 3 pin-up pour faire les couvertures, on demande l'avis à ces messieurs parce que c'est peut-être notre lectorat, peut-être que ça va leur plaire. Alors eux, ils regardaient les magazines, ça leur plaisait bien. Puis les gars, ils ont dit faut prendre les 3, elles sont superbes, quoi. Donc le rédacteur en chef me dit je prends les 3 couvertures. Je fais le truc, il me file mon chèque, je vais pour me barrer, puis il me rattrape, le rédacteur chef, il me dit vous voulez faire de la bande dessinée? Je dis ouais, mais ça fait des années que je veux faire ça, mais bon, le marché, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de marché véritablement porteur encore en magazine, en termes de magazine à cette époque-là. Et il m'a filé un scénario. Un premier scénario. Et il m'a dit, voilà un scénario, vous me ramenez ça dans 4, 5, 6 mois ou 2, 3 mois selon la vitesse à laquelle vous dessinez et puis on verra, quoi. Et le scénario qu'il m'a filé, c'était mauvais. C'était ultra mauvais, c'était les malheurs de Sophie, mais de manière ultra caricaturale. C'était du BDSM, mais vraiment, je lisais le truc. Non seulement c'était pas excitant, mais en plus ça, on tombait dans le cliché tout le temps. Ouais. Bon, enfin bref, j'ai quand même fait la BD. C'est vendu très mollement en magazine, un peu mieux ensuite en petit recueil souple, etc. Enfin, à l'époque, je crois qu'ils en ont vendu quand même 7000 exemplaires, ce qui est déjà beaucoup, quoi. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Sachant qu'il y a eu une évolution là-dessus, mais voilà, on va en parler après. Voilà. Et puis, 1 ou 2 mois se passent, et puis je leur dis, est-ce que vous voulez que je vous fasse autre chose? C'est là qu'ils me disent, ouais, ça se vend pas terrible, c'est bon, ça a pas eu un super impact et tout ça. Je leur dis, ouais, mais bon, j'avais un scénario, c'est pas terrible. Il me dit, vous pensez que vous pouvez faire mieux? Je fais, sans difficulté, oui. Je suis pas un bon scénariste, mais à l'époque je l'étais pas en tout cas. Et je dis ouais, sans difficulté. Je pense que sur l'univers, si on garde cet univers BDSM, fétichiste, etc., je pense que peut vous faire quelque chose de mieux. Il me dit revenez, amenez-nous un projet. Et là je suis repassé 3 semaines après, j'avais fait 2 planches de bande dessinée à l'aérographe. Donc comme je faisais mes pin-up pour les couvertures que je lui ai présentées. Donc les originaux, c'est des trucs immenses, quoi. 50 par 60. Ouais. À l'époque, je travaillais en très très grand. Je lui ai amené ces 2 trucs-là, et les 2 premières planches, et la réaction, là franchement, je me souviens tout le temps, parce que j'étais encore qu'un jeune débutant quelque part dans la BD, même si j'avais un peu de bouteille pour l'illustration, la publicité. Ouais. Et là, il a fait comme ça. Ouais. Et je lui ai dit, bon, vous voulez ouais, fais-nous un album complet. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire tout le temps mes scénarios, quoi. D'accord. Alors après, j'ai eu d'autres propositions, une fois ou deux, mais la BD périclitant un petit peu le système de distribution, j'ai pas eu trop l'occasion de retravailler avec d'autres scénaristes, quoi. Ok. Alors on va revenir un petit peu en arrière, oui. Parce que ce que je trouve intéressant toujours, pour toutes les interviews que je fais par ailleurs, c'est d'avoir un petit peu le contexte de la création artistique en ce qui te concerne, savoir qu'est-ce qui t'a amené, pourquoi est-ce que tu as à la fois commencé à devenir dessinateur de BD, et pourquoi de BD érotique. Ah oui, BD érotique, c'était pas l'idée à la base, en fait. D'ailleurs,
Je crois que ce qui motive les gens, c'est de parler d'univers qu'ils connaissent. Et c'est vrai que moi, l'univers au BDSM, je connaissais rien du tout de ce truc-là. Et pourtant, c'est ce que tu lui proposes quand ouais, quand c'est il pourtant ce que le magazine, c'était le premier scénario qui m'a filé, c'était un scénario au BDSM, quoi, quelque part. Donc je me suis dit, il faut continuer dans cette veine-là. Et puis moi, j'avais vu son magazine, je l'avais feuilleté, et tout ce qui se faisait en BDSM, je trouvais que tout était caricatural, quoi. Ouais. Franchement, c'est pas pour dire du mal de mes collègues, mais je trouvais qu'au point de vue scénaristique, ça volait pas haut, quoi. On tombait trop dans le cliché. Et donc moi, c'est ça que je me suis dit, je vais essayer de peaufiner de façon à ramener. Ce que je vais faire, ça va être du réalisme. Mon style est réaliste de toute façon, il est devenu de plus en plus avec le temps. Et je me suis dit, si je veux être réaliste, il faut que j'ai un scénario qui soit réaliste. Et donc, l'univers BDSM, je me suis mis à l'imaginer. Alors, il a fallu que je me documente. J'ai été acheter des unions, là où il y avait des confessions SM, où j'ai appris par la suite, d'ailleurs, c'était souvent de la grosse fumisterie, d'ailleurs. Et puis j'ai commencé à raconter des histoires, j'ai mis un petit peu de fantasme à moi, j'aime bien le banylon, j'aime bien les talons aiguilles, je vais dessiner des talons aiguilles, des banylons, ça va le faire. Un peu de bandage, je trouvais que c'était assez joli, parce que j'avais découvert, mais ça remonte à, je devais avoir 14 ans, j'avais découvert des photos de Betty Page, de Irving Clow, enfin tout ce qui était publié à cette époque-là, qui était très très soft, et je trouvais que ça avait un esthétisme fou, donc je suis là, on va mettre un peu de bandage, et puis je dessinais pas super bien les mecs, donc je me suis dit on va se concentrer plutôt sur les nanas, quoi. Mais quand on fait de l'adulte, il faut de l'homme aussi, quoi. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire du transsexuel ou des trucs comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à rajouter un peu de travestissement, de transsexuel. Je me suis dit comme ça, je peux dessiner du talon aiguille, je peux dessiner du banylon. Ouais. Je vais me faire plaisir. J'ai tout. Et ça a super bien fonctionné, quoi. Ouais. Ça a été la première parution, enfin c'était le premier album couleur, c'était l'album Discipline. Et ça a été un carton. Enfin d'ailleurs je l'ai pas appris tout de suite que ça a été un carton, mais parce que j'avais un éditeur qui était un peu escroc sur les bords. Ouais. Je m'en suis aperçu quelques années plus tard, mais ça a bien fonctionné au point qu'on a eu des parutions en magazine en France, en Hollande, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Ouais. Alors pour lesquels j'ai pas tout été payé d'ailleurs. Ouais. Et puis ensuite il y a eu les albums, et puis les albums c'est pareil, il y a eu les albums cartonnés en France, en Allemagne, en Hollande, aux USA. Et t'as pas été payé rapport à l'éditeur qui n'était pas correct, on va dire. Non, j'étais payé pour la France, mais il avait un petit peu oublié de me dire qu'il publiait en même temps à l'étranger, quoi. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu commences l'aérographe? Parce que tu m'as dit que ça devient l'aérographe, c'est un concours de circonstances. C'est un concours de circonstances. Donc, parce que je te parle de l'aérographe, parce que tu en as déjà parlé 2 fois depuis tout à l'heure, et qu'en l'occurrence, manifestement, ça a l'air, ou ça a été au minimum un de tes instruments favoris. Oui, parce que ça me permettait de vraiment me pousser le réalisme au maximum. C'est ce qui était le plus génial pour faire ce genre de graphisme et tout ça, quoi. Et alors, pour ceux qui vraiment connaissent pas, je te coupe, excuse-moi, mais qu'est-ce qu'un aérographe? Un aérographe, c'est un petit pistolet à peinture. Donc, ou comme on le voit sur les tatoueurs, pareil, c'est donc c'est un compresseur avec de l'air, comme on l'utiliserait pour repeindre une maison, une voiture, etc., ou une carrosserie. Mais au lieu d'avoir ce gros pistolet qu'on balance en grand, on a un petit stylo fin, avec une aiguille qui avance et qui recule, de l'encre de couleur qu'on met dedans, et un flux d'air pour balancer plus ou moins en large, en près, etc. Alors c'est un travail de titan, parce que ça demande de travailler avec des caches, pour faire une couleur, puis une autre, donc faire des négatifs et autres. Ça demande d'attendre un temps de séchage, ça demande de nettoyer cet appareil entre chaque couleur à l'acrylique. Enfin moi je travaillais à la peinture acrylique et ça colle énormément là-dedans. Donc pour un ordre d'idée, les premières planches à l'aérographe me prenaient 50 heures de travail, quoi. Une planche, 50 heures. Ouais. C'était vraiment complètement dingue. Avec le recul, je serais incapable de me concentrer maintenant autant sur une planche de bande dessinée, quoi. Mais le résultat était vraiment impressionnant. Puis, comme je travaillais en très grand, on réduit et les gens se rendent pas compte. Souvent, en bande dessinée, nombre de personnes m'ont dit, mais vous dessinez pas au format de la bande dessinée. Je dis, non, vous vous rendez pas bien compte que pour avoir ce souci du détail, il faut travailler. Plus on veut de détail, plus il faut travailler grand. Des originaux de Philippe Druyet, c'est des trucs de 1 mètre sur 80 cm.
les planches de Prince Valiant, enfin par Harold Foster, et ça remonte déjà aux années 50, c'était du 1 mètre par 1 mètre 20, c'est des trucs immenses. Alors moi j'étais encore en dessous, je faisais du 50-60. Avec le temps et la maîtrise de l'aérographe, j'ai commencé à pouvoir réduire mon format pour arriver sur l'équivalent d'un format A3 en fait, une double page A4. D'accord. Voilà. Ok. Et alors pour revenir, parce que tu m'as posé la question, mais je n'y ai pas répondu du coup. Ouais. Comment je suis arrivé là-dessus? Il s'avère que moi je suis autodidacte, j'ai fait une année simplement dans une école préparatoire de dessin, mais pour passer les concours d'art appliqué. Puis à l'époque, comme je dessinais déjà, ils n'ont pas voulu de moi dans toutes ces écoles. Ils m'ont dit, il a déjà un style, il a déjà une technique, ça nous emmerde, faut tout recommencer et tout ça. Ah, c'est pour ça qu'ils te prennent pas. Ils te prennent pas parce que ils veulent te former à une technique, à un style et tout ça, quoi. Ce qui fait que des années plus tard, enfin une digression encore, mais des années plus tard, j'ai vu plein de dessinateurs qui sont venus me voir, qui sortaient d'écoles de dessin, ils avaient tous le même pressbook, quoi. Ils savaient tous dessiner, des fois beaucoup mieux que moi, mais avec une technique qui était là. Ils avaient tous la même technique, la même façon. Peut-être que l'erreur dans le dessin donne du caractère au dessin, je sais pas, hein, mais voilà. Donc moi j'ai fait juste cette année de préparatoire, et il s'avère que j'ai un de mes frères qui lui par contre voulait aussi travailler dans la publicité, et puis un jour son école lui a dit, il faut que vous achetiez un aérographe, et lui il n'y a jamais touché. Il l'a laissé dans un coin, et au bout de 6 mois ça me démangeait. J'avais commencé à faire des pin-ups mais en les peignant de manière traditionnelle au pinceau. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et quand j'ai vu son truc, c'est là que je lui ai piqué cet aérographe. Je lui ai dit, bon, Eric, tu me le prêtes? Et puis, je ne lui ai jamais rendu de toute façon. Et puis, ça lui a pas manqué? Non, ça lui a pas manqué du tout, non, parce que il est pas du tout dans le dessin maintenant. Lui, c'était la musique, son truc après. Mais en fait, j'ai fait mes 3 premières pin-up là, timidement, celles que j'allais proposer à ce fameux éditeur. Alors je les avais fait, je dessinais mon truc, c'était des pin-up, c'était soft, hein, il y avait une simili Betty Page, il y avait une jeune blonde un peu nubile, mais bon, c'était vraiment très très soft. Ok, alors notamment ce qui m'avait un peu fait sourire quelque part, c'est que ces fameux spin-up, tu en montres à ta famille. Ouais. Tu m'as dit, je les montre timidement. Ah bah. Alors pourquoi timidement? Parce que ce sont des pin-up ou parce que t'es pas sûr de la qualité du dessin? Ah, la qualité, je voulais leur appréciation parce que je savais que c'était bon. Je sais pas à quel point c'était bon, mais je voulais quand même qu'ils voient ce que je faisais. À l'époque, je devais encore vivre chez mes parents. Je crois que les premières pin-up que j'ai fait, j'ai un trou de mémoire. T'avais 20-22 ans. Ouais, 20-22 ans, c'est ça, ça devait être ça. Et j'étais encore chez mes parents à cette époque-là. Et donc je lui dis, ma mère, elle va tomber dessus, je préfère lui montrer. Ce sera à mon frangin aussi, quoi. Et puis je vais voir leur réaction, quoi. Et la réaction, pareil, ils ont fait comme cet éditeur, ils ont fait waouh. Ils avaient vu, j'avais fait quelques dessins à l'aérographe, mais de science-fiction, qui est bon. Alors, ils aimaient pas, mais enfin bref, c'était moins choquant obligatoirement que de faire de la pin-up. Puis 20-22 ans, c'est le début de la sexualité. Enfin, je dirais, dans mon cas, moi, ça a été le début de la sexualité. J'étais encore un petit peu timide de montrer ce genre de choses, quoi. Oui, ce qui est logique. Et voilà, je voulais pas. On a souvent peur du regard des autres. Bon, alors là, c'était pas la confrontation, mais au moins la vie directe de gens à qui je pouvais avoir un petit peu confiance. Alors, comme tu le dis, tu as essayé d'en vendre au magazine érotique et ça a marché. Oui. Merci les plombiers. Oui, oui. Et à partir de ce moment-là, ta carrière débute réellement, en fait. Voilà. Hein. Et elle va débuter, et j'aimerais que tu m'en parles, en parallèle d'un marché de la BD qui évolue vite à ce moment-là. C'est-à-dire que les magazines se cassent tous la figure. Il n'y en a plus. Toutes les grandes maisons d'édition arrêtent les magazines parce qu'ils ont commencé à vendre des albums, et donc ça tue le magazine parce que les gens ne veulent plus acheter le magazine, ils préfèrent attendre l'album. Les albums commencent à exploser, et en même temps, là où autrefois il y avait que 800 albums par an, on se retrouve avec 1500, 2000, 3000 albums, et ça devient exponentiel. Alors tu m'as expliqué l'évolution, enfin les raisons de cette évolution par le fait que effectivement auparavant il y a des magazines, mais comme ça se fait encore un petit peu aujourd'hui au Japon avec les Shonen Jump et compagnie, c'est-à-dire que les histoires sortent par chapitre, on va dire, voilà. Et si on veut lire l'histoire, faut acheter le magazine toutes les semaines, quoi, tous les mois, ouais. Et ces magazines, ils ont entre guillemets un défaut pour les collectionneurs, c'est que ils sont souples. Donc sur une étagère, ça tient pas. Ouais, voilà. Et d'après ce que tu m'as dit, c'est une des raisons qui a amené les éditeurs à publier de l'album avec couverture rigide. Voilà.
Et en fait, quand on se retrouve avec 120 métal hurlants, ça fait une épaisseur comme ça de bouquin, on en prend un, il y a tout qui se casse la gueule, ça se bousille rapidement, si on a des copains qui viennent nous les emprunter et autres, ils sont encore plus escatés. Et puis, alors que l'album, ça se range bien dans la bibliothèque, et puis ça présente, ça devient rapidement, ça commence à devenir un objet de collector. Et donc il y a une évolution, et tu me dis que finalement, et avec le temps, les ventes d'albums, alors les magazines sont morts, entre guillemets, morts, pour faire simple, et les ventes d'albums vont s'écrouler. Alors tu me donnais un chiffre éloquent, tu me disais, dans les années 80, un Astérix est imprimé à 7 millions d'exemplaires, et aujourd'hui c'est 1 million. Oui, alors ça fait toujours beaucoup, mais ça fait quand même 7 fois moins. 7 fois moins. Mais plus il y a d'albums sur le marché, moins les gens ont la possibilité, quand on a 200, enfin on va dire en francs à l'époque, puisque un album c'était 40 francs, enfin 20 francs, puis 30, puis 40, et peut-être je crois 60 francs à l'époque, donc 10 euros, on va dire aujourd'hui. Quand on a 50 euros à claquer, on n'en a pas 100. C'est-à-dire que même si on avait 2 fois plus d'argent, malheureusement, quand il y a 3 ou 4 fois plus de production, c'est pas possible. Ouais. Et la production, voilà. Parce qu'en parallèle, effectivement, en plus, il y a de plus en plus d'albums qui se vendent. Thierry Play me l'avait dit dans l'interview que j'ai fait de lui. Il me dit, effectivement, il y a 10 fois plus aujourd'hui d'albums qu'il y en avait il y a 30 ans. Oui. Donc 10 fois plus d'albums avec finalement moins de marché qui se casse la figure, effectivement, ça donne une explication de ce que tu vas nous dire après sur tes propres ventes et la façon dont tu envisages maintenant de vendre tes créations. Alors, il y a une chose qui accroît un petit peu ce problème-là, c'est que dans les années 90, les modes d'impression changent, tu me dis, et les coûts d'impression baissent, ce qui fait que d'autres éditeurs se mettent dans la BD. Tu m'en as cité un en particulier, c'est Guy Delcourt. Guy Delcourt, oui. Oui, en fait, traditionnellement, l'impression d'un album se fait d'abord avec des plaques en métal, une par couleur, donc 3 couleurs plus le noir. Ensuite, on améliore donc ça fait une plaque en métal pour chaque plan, enfin 4 plaques en métal pour chaque planche qu'il faut caler sur les rotatives et tout ça, quoi. Ensuite, on passe au film, qui est film plastique pour faire la même chose. Ça revient un petit peu moins cher, c'est plus facile à utiliser. Mais dans les années fin des années 80, le numérique arrive, quoi. Toutes les maisons d'édition, dans la presse déjà, il arrive en premier avant d'arriver sur la bande dessinée. Et là, on réduit beaucoup les coûts d'impression, puisque de toute façon, on n'a plus de plaques, on n'a plus de film, on a directement un fichier numérique qui arrive chez l'imprimeur, qui lui, des fois, va refaire quelques plaques ou quelques trucs comme ça. Mais on va diminuer le coût d'impression par 2, par 3. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir fabriquer plus de bouquins à moindre coût. Et c'est ce que vont faire les éditeurs. Ils vont essayer d'en faire, sinon beaucoup plus dans la quantité, publier plus d'albums, parce que finalement ça leur revient 3 fois moins cher. Ils disent, je peux publier 3 albums différents au lieu d'en publier un seul. Et le problème, c'est que si un éditeur met 2 mois pour sortir un album, entre le moment où il reçoit tous les fichiers, l'imprimer, le distribuer, etc., un dessinateur, il faut 1 an de boulot, quoi. Alors quand on avait un seul dessinateur, il va falloir en trouver 3, et 3 scénaristes en même temps, 3 coloristes aussi, et puis les mettre au boulot. Mais si on fait toujours le même album, au lieu de faire un album à 18 000 exemplaires, mettons, on en fait 3 à 6 000, il va falloir faire vivre beaucoup plus de personnes sur ces petites sommes d'argent. Ouais, et des ventes bien moins grosses. Des ventes moins grosses. Donc les parts de marché diminuent pas pour tout le monde. Pour l'éditeur, ça va toujours. Ouais. Alors, comme tu l'as dit, ta plus grosse vente, parce que maintenant on va parler de tes créations, ta plus grosse vente, c'est Discipline. Alors, oui, le premier album, donc à l'aérographe, là, l'édition française, déjà, je crois qu'elle est tirée à l'époque à 10 000 exemplaires, ce qui est déjà beaucoup. Et en fait, on est dans quelle année? On est en 90, je crois, 91, 92 peut-être, je n'ai pas exactement la date, mais on doit être à peu près dans ces eaux-là, quoi. Mais il a été publié en magazine, dans plusieurs magazines en plus, puisque comme je disais, j'étais pas au courant des certaines parutions espagnoles, italiennes et tout ça, quoi. C'est sur cet album-là que tu te fais un peu enfler par l'éditeur? Ah bah sur tous les albums que j'ai fait avec cet éditeur-là, faut pas. Ah, vous en avez fait plusieurs, oui, d'accord. Okay. Oui, parce que là, petit aparté, quand moi j'en ai eu marre et puis que j'ai dit stop, je bosse plus avec vous, je lui ai mis un avocat au cul. Ils sont excusés une première fois, ils m'ont fait un chèque à l'époque et je me suis payé une bagnole de sport avec, t'imagines? Une petite, mais une bagnole de sport.
Ah oui, donc il manquait vraiment beaucoup d'argent quand même. Il manquait, je crois que, alors ça remonte à quand même une vingtaine d'années, mais je crois que je suis sorti de, c'était vers l'an 2000, je suis sorti de chez cet éditeur à l'époque et à l'époque j'avais une Super 5, une petite Super 5 toute pourrie, et j'avais vu une voiture qui me faisait rêver, c'était la Fiat Barchetta, c'est un petit cabriolet sport. Et j'avais fait comme dans Wayne's World, je fais un jour tu seras mienne. Et puis je suis sorti de chez cet éditeur, il m'avait fait un chèque de mémoire 12 ou 18 000 euros, un truc comme ça. C'était vraiment énorme, quoi. Ouais. Mais j'avais jamais touché autant d'argent de ma vie, quoi. Et j'avais été bouffé chez des amis et ils me disent oh, ta voiture pourrie et tout ça. Le lendemain, j'étais passé, j'avais acheté une Barchetta, mais bon, d'occasion. J'avais pris une d'occasion quand même parce elle était beaucoup trop chère pour moi. Mais les copains me disent mais on blaguait avec ta Super 5. Je me fais ouais, mais j'en avais envie depuis un bout de temps, mais pour une fois que j'ai un peu d'argent, voilà. Bon, je crois que c'est la plus grosse somme d'argent que j'ai touchée en une seule fois. Mais ça leur avait pas fait beaucoup de défauts en fait, en plus à cet éditeur-là, parce que j'avais pas été gourmand sur le truc parce que j'aurais pu demander 2 à 3 fois ça, tellement il y avait eu d'albums d'imprimés derrière, quoi. Ouais. Parce que si on considère qu'à l'époque j'aurais dû toucher 1 euro par album, ce qui était l'équivalent, ils avaient facilement imprimé 30 ou 40 000 albums dans mon dos, quoi. Ouais. C'était un truc de fou. C'est pour ça que je dis ça c'est la plus grosse vente. Mais je me suis arrêté à 40 000, après j'ai arrêté de compter parce que ça me démoralise des fois d'en parler, de me dire tout cet argent. Ce qui est logique. Il a fallu même quelques années plus tard que j'attaque en justice l'éditeur américain, pareil, pour pouvoir récupérer de l'argent. Parce que lui, il continue à faire des trucs. Je lui dis, mais vous avez pas le droit, vous avez pas de contrat et tout ça. Ils m'ont envoyé balader. Puis j'avais un bon avocat, donc j'ai encore récupéré un petit peu d'argent. Enfin, c'est l'avocat qui est surtout récupéré de l'argent. Moi, j'ai pas gagné grand-chose dessus. Les avocats, ils gagnent toujours mais j'ai fait valoir mon droit, moi. Oui, quelque part, il faut... si on le fait pas, sinon, si tu l'avais pas fait, il continuerait encore. Il continuerait encore. Mais c'est là que c'est paradoxal parce que c'est pareil. Moi, j'étais axé sur le marché de la bande dessinée française, donc je m'apercevais que j'avais une petite notoriété. J'avais fait le Discipline 1, le Discipline 2, le Discipline 3. L'éditeur m'en reprenait régulièrement. Ça se vendait pas trop mal, mais je gagnais de l'argent, au moins 15 micards à l'époque, quand même, pour ce que j'étais payé, alors qu'en fait, j'aurais dû toucher beaucoup plus d'argent, quoi. Et quand je me suis aperçu d'un seul coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé en Belgique, on m'a invité sur un salon de bande dessinée, et j'ai des gens qui sont venus me demander de dédicacer des versions que je connaissais pas, quoi. Je leur dis, mais c'est quoi cette édition? Alors ça, c'est l'édition allemande. Et puis un autre suivant, ça, c'est l'édition hollandaise. Ah bon? Ah ouais, mais puis il y avait un autre, mais moi je suis espagnol, il connaît toutes vos bandes dessinées et tout ça. Ah bon? Mais je savais pas que c'est là que je me suis aperçu que j'étais connu en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande. Et puis un jour, l'éditeur me dit, au fait, tiens, un petit cadeau, je vous donne votre édition américaine. Je fais, mais où est-ce que vous avez vu que je vous ai signé des droits pour l'édition américaine? Il a dit, on n'aurait peut-être pas dû vous en parler. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait des quantités. Alors, les chiffres que j'ai donnés... Ah oui, j'avais pas compris, en fait, parce que moi, j'aurais été à ta place, j'aurais été vert de rage, quoi. Parce que t'en parles gentiment, là. Non. À l'époque, par rapport à l'époque, j'aurais une batte de baseball, je crois qu'ils auraient pris un grand coup de batte dans la tronche, j'aurais fini en prison. Non, mais une fois, pas qu'une fois, j'ai déboulé 1 ou 2 fois chez cet éditeur-là, parce que au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'ils avaient cumulé ce genre d'expérience. Pour eux, ils achetaient un dessin, pour eux, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Il y avait pas, c'était terminé. Alors, il a fallu que je leur explique la règle du jeu. On est payé pour la parution en magazine, plus une parution en album, mais une certaine quantité, etc. Et en fait, non, Et c'est pour ça que je me suis aperçu, parce que de mémoire, eux, ils ont dû payer sur le Discipline 1 10 000 exemplaires en édition française. Aux USA, il y en a eu 15 000, il y en a eu 5 000 en Allemagne, 3 000 en Hollande. Et ça, c'est que les chiffres que j'ai eus, que j'ai réussi à avoir par mon avocat. Donc, on peut multiplier par 2, je crois. Alors, cette histoire a eu un impact sur ta façon de vendre tes créations aujourd'hui, parce que tu n'as plus d'éditeur. Alors, ce qui s'est passé, là on était en l'an 2000 et j'en avais marre. C'est-à-dire qu'en fait je m'apercevais que j'étais là pour cet éditeur et je travaillais pas que dans l'édition, je faisais déjà de la publicité, du textile, des dessins à droite, à gauche. Et j'étais pour tout le monde, en tant que créatif, on était la 5e roue du carrosse je me suis aperçu que tout le monde se sucrait largement sur notre métier, quoi, parce que j'étais pas le seul dans ce cas-là quand même. Donc j'ai dit merde, j'arrête tout et je me suis orienté vers l'informatique. Parce que j'aime bien l'informatique et j'étais très vite embauché en tant que web designer dans une boîte et Thierry Play
quelques temps après, m'appelle. Il me dit voilà, je suis éditeur, je voudrais faire des trucs je crois qu'au téléphone je l'ai envoyé bouler la première fois. Je crois que je lui ai dit non, ça m'intéresse pas, au revoir, tout. Et je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Laurence de la boutique Démoniaque qui me connaît, qui vendait mes bandes dessinées, donc de mon ancien éditeur, qui elle m'a dû me rappeler en me disant bah si, essaye de le rencontrer, c'est un mec sympa, il va pas t'estamper comme les autres et tout ça, quoi. Et c'est là que j'ai été voir. On a pris un café ensemble. Et alors j'ai fait la pire présentation de mon métier qui puisse exister, je crois, ce jour-là. On était dans un truc café. T'étais pas motivé, quoi. Ah, j'étais pas motivé. Je suis arrivé avec des folios plastiques tout pourris, même pas un véritable artbook ou un truc comme ça. Enfin, pas un pressbook. J'avais même pas amené une seule des bandes dessinées que j'avais fait, puisqu'à l'époque j'avais fait le Discipline 1, le 2, le 3. Il y avait l'initiation de Chris. Il y avait à l'époque ça s'appelait pas encore Cat Lady, mais c'était mon éditeur avait appelé ça la chatte. Enfin bon, je lui ai dit pourquoi ils ont appelé ça. Enfin bref, il y a un truc. Les gars avaient fait une couverture rose avec des petits chats. Je lui ai dit mais c'est quoi ce truc? C'était pas, la couverture n'était pas de moi au début. Là, c'était une catastrophe. Et enfin, en même temps, Thierry, il sait déjà ce que tu as fait. Donc quelque part, tu lui sabotes un peu ta présentation, donc, mais enfin, il sait bien ce qu'il vient chercher. Voilà, il voit le truc et puis il me dit si. Donc il me signe pour 3 albums parce que j'avais d'autres trucs pour lesquels je travaillais pour des Américains là. Je travaillais plus 3 albums à venir que tu n'avais pas encore. Donc ils étaient déjà faits. D'accord, ils étaient déjà faits. Parce qu'ils avaient été prépubliés aux USA sur le web. J'avais un éditeur sur le web qui m'avait contacté pour faire de la vente sur le web et trucs, donc je travaillais en direct avec eux. Et puis ensuite il y avait une préparution en français. J'avais été assez malin pour la revendre quand même à cet éditeur véreux au départ en français, juste au moment où on a arrêté de bosser, quoi. Et puis là, et quand il m'avait dit cet éditeur véreux, on fait des albums, je leur ai dit suivant. Je dis vous verrez pas la couleur des albums, je signerai pas de contrat. Et j'avais arrêté la BD. Et Thierry, quand il s'est pointé, il me dit mais t'as du matériel en dehors. Je lui dis oui, j'ai de quoi faire. J'ai 3 albums déjà. J'avais plus 3, j'en avais 4. Et d'ailleurs, il savait pas où mettre la tête tellement il y avait de trucs, quoi. Et c'est moi qui lui ai dit écoute, prends ça parce que je sais que il y a déjà un marché américain dessus. Je sais que en magazine ça a fonctionné, donc par expérience, je sais que ça se vendra, quoi. Et on a fait. J'ai essuyé les plâtres avec Tabou parce que lui, il avait cette maison d'édition Tabou, mais qui n'éditait que des romans ou des guides pratiques. Oui, c'est ce qu'il m'a expliqué. Tu es son premier auteur de BD. Voilà. Et alors, c'est très drôle parce que je me retrouve. À ce moment-là, j'avais arrêté la bande dessinée. C'est le moment où je me retrouve le plus souvent invité dans des salons de bande dessinée en Belgique pour faire des dédicaces. Ouais. Alors, je dédicaçais les albums de mon ancien éditeur. Et le premier salon de bande dessinée qu'on fait avec Thierry, les albums étaient même pas sortis. J'étais en train de faire des dédicaces sur des portfolios il y avait un portfolio érotique qui existait, avec Manara, avec tout ça. Parce que je dédicaçais en même temps que Manara et Serpieri et d'autres personnes très connues dans la bande dessinée érotique, quoi. Mmh. Et j'avais l'affiche derrière moi des albums à sortir, quoi. Ouais. Et moi, j'avais rien. Ils avaient dit, dans un mois, ça sort, voilà. C'est un peu particulier. C'est vraiment façon de faire de la promotion. Mais en même temps, c'était un bon test. C'est-à-dire que Thierry était là, il disait mais putain, il prévend des albums alors qu'on les a même pas sortis, quoi. Il dit ça va être bon, ça va bien fonctionner. Et ça a bien fonctionné, quoi. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, tu vends par toi-même ou tu vends aussi toujours pas avec Tabou? Alors Tabou continue à distribuer les bandes dessinées sur lesquelles il m'a acheté les droits d'auteur. D'accord. Mais depuis 6 ans, j'ai complètement abandonné ce système-là parce que c'est toujours la même chose. Les albums érotiques, on a beau être très connu, c'est vrai, je suis mondialement connu. Je suis connu en Russie, au Japon, partout dans le monde. Mais ça fait pas pourtant de moi une superstar richissime, parce que la BD érotique, ça reste quand même une BD assez intimiste et qui se vend pas à des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est un marché de niche. C'est un marché de niche. Alors même quand on a fait des bons albums qui sont vendus à 40, 50 000 exemplaires. Et avec Thierry, on a fait des albums qui ont commencé à se vendre très très bien, mais aux environs de 5, 6, 7 000 exemplaires. Et quand on dit très très bien, c'est très très bien pour le marché qui avait déjà changé, quoi. Bah oui, parce qu'actuellement, un dessinateur qui arrive sur le marché érotique comme ça, ce marché de niche, quand ils vendent 2000 albums dans l'année, youpi, quoi. C'est énorme, quoi. Ouais. Alors là, moi j'en ai certains qui sont comme, je sais, j'ai pas fait l'addition de tous les chiffres, mais j'en suis à beaucoup d'albums vendus, quoi, maintenant. Donc depuis, et pour les nouveaux, tu es sorti du réseau de distribution classique. Ah oui, je suis sorti parce que,
En fait, je me suis dit, le numérique, moi aussi je peux m'y mettre pour l'impression tant qu'à faire, quoi. Et je me suis aperçu que plutôt que, alors il y a un petit côté écologique de ma part, hein. C'est pas que je sois spécialement écolo, mais on est tous un petit peu responsables de ce qu'on fait de nos jours à la planète, quoi. Un album de bande dessinée qui va être imprimé par Tabou ou n'importe quelle autre maison d'édition, ils sont souvent imprimés en Bulgarie, en Espagne, en Belgique, enfin dans les pays où les coûts vont être moindres. Donc on ne fait pas travailler l'industrie française. 2, un album, c'est de l'encre, du papier, de la colle, du plastique, des palettes en bois pour ramener le truc, transportés par des camions au diesel, qui vont chez un premier stockeur, qui vont aller chez le distributeur, qui vont aller chez le libraire, qui s'ils ne se vendent pas, repartent dans l'autre sens pour être finalement pilonnés. C'est pour l'industrie actuelle, que je dise pas de bêtises, c'est 30% des albums qui sont créés, ou même des romans qui sont créés, qui vont être pilonnés à la fin, qui vont être détruits. C'est déjà énorme. Alors moi, je suis dans des chiffres, mes albums se vendent bien. Quand c'est 10% qui sont pilonnés, c'est vraiment un grand maximum. Mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas les vendre directement à mon lectorat? C'est pas de l'auto-édition, c'est de l'auto-publication. La différence peut paraître subtile, mais faut bien comprendre que le but du jeu, normalement, pour un album de bande dessinée, c'est d'être distribué en librairie. Et que toutes les librairies de France et de Navarre puissent avoir leur exemplaire, grosso modo, même si c'est pas le cas. Donc ça veut dire imprimer en grosse quantité, accepter le fait que tous ne soient pas vendus, que les invendus repartent dans l'autre sens et que l'éditeur les reprenne, qu'on soit auto-éditeur ou qu'on soit éditeur. Moi, de l'autopublication, je travaille en direct avec les lecteurs, c'est-à-dire je préviens, je dis je vais faire cet album, je vais en faire en général 150, c'est vraiment des chiffres et je leur dis il y aura 150 exemplaires et ensuite s'il est vendu assez rapidement, enfin c'est ce qui est le cas, c'est vendu en un an et demi les 150 exemplaires, dans 1 ou 2 ans, s'il y a de nouveau de la demande, je réimprimerai en mettant peut-être des bonus, des nouveautés, des choses comme ça. Mais finalement, au lieu d'avoir imprimé 2500 exemplaires ou on va dire 3000 exemplaires chez Thierry à peu près, chez Tabou, il fait à peu près 3000 exemplaires d'un album, moi j'ai besoin d'en faire que 150. Donc, pour que ce soit rentable de la même façon. Pour que ce soit rentable exactement de la même façon. Alors, c'est pour que tu touches la même somme. Pour que je touche la même somme. Faut pas rêver. De toute façon, en vendant 6000 albums d'une bande dessinée, on gagne pas sa vie. Il faut qu'il y ait d'autres à côté. Donc, les gens... moi, je vends des planches originales. J'ai évidemment un dessinateur de bande dessinée. Il a vocation à vendre ses originaux, à répondre à des commandes de dessin. Même des fois, encore plus rarement, mais des fois pour de la publicité ou des trucs comme ça, j'ai des à côté ou des gens qui m'appellent ou des logotypes, des choses comme ça. C'est assez rare, mais ça continue. Et puis il y a les ventes numériques etc. qui font que c'est un tout qui permet de vivre. Donc tu les vends soit imprimés, tu les publies toi-même comme tu disais, soit tu vends des PDF. Voilà, soit des fichiers images. Voilà, PDF, pareil, les gens m'envoient un petit mot, disent on aimerait avoir tel PDF, et puis on fait comme ça, quoi. Donc c'est pareil, on reste dans de la micro-publication, mais c'est la somme du tout qui fait que ça reste un métier viable dans ces conditions. Et indépendant. Surtout, c'est ça le plus important. Oui, ça c'est quelque chose qui t'importe. Oui, ça c'est très important parce que nombre de fois où j'ai eu des éditeurs qui m'ont dit vous avez carte blanche, mais quand on amène les premières planches, etc., ils me disent ce serait mieux si vous preniez. Faut savoir, j'ai carte blanche ou j'ai pas carte blanche. Voilà. Alors tu m'as parlé aussi, dans le cadre de ce travail où tu restes complètement indépendant maintenant, de crowdfunding. Alors oui. À quoi ça te sert? En fait, financement participatif. Voilà. Donc quand je fais les albums, personnellement, j'ai pas spécialement besoin d'un crowdfunding, mais ça permet de toucher plus de personnes. J'ai un lectorat quand je vais faire mon impression de 150 exemplaires, j'ai 50 exemplaires qui vont être commandés pratiquement tout de suite sans problème. J'irai des fans qui vont me prendre tout de suite. Les autres, ils vont partir dans le temps. Mais si je fais un crowdfunding en général, c'est avec la Ulule que je le fais, ça offre une plus grande visibilité. Faut reconnaître que il y a des gens qui vont sur ces plateformes de crowdfunding en se disant qu'est-ce que je vais trouver comme nouveauté. Donc fatalement, il y a toujours un pourcentage qui va venir vers des albums qu'ils connaissaient pas. Et j'ai toujours, mais ça c'est incroyable parce que donc j'ai un peu plus de 30 ans de métier et j'ai quand même des gens. Aujourd'hui même, j'avais quelqu'un qui m'a envoyé un email ce matin. Je découvre vos BD, c'est génial. Où est-ce que je peux les acheter? Qu'est-ce que vous avez à offrir comme PDF? Donc c'est bien la preuve que le véritable boulot d'un éditeur, c'est de travailler dans la publicité et la communication. Et malheureusement, ils le font pas assez parce qu'on est sur des petits budgets de parution, quoi.
D'ailleurs, on le voit bien, un nouvel album de BD, on va reprendre un Gaston Lagaffe qui sort, un truc comme ça. Là, c'est un dessinateur, il y a un nouveau dessinateur qui fait du Gaston Lagaffe. Il y a une campagne de publicité énorme. Ils contactent tous les magazines, ils envoient des fiches de presse pour décrire le truc, etc. Alors, en même temps, sur mon genre de travail, c'est difficile. Je vais pas, malgré que, par exemple, j'ai eu des parutions dans Le Figaro, je sais, le Figaro qui a parlé de mon travail, c'est peut-être que Le Figaro sur le web, je sais pas, la page culturelle que personne ne lit, je sais pas du tout. Mais donc, je vais pas faire la une de Libération avec mes planches de bande dessinée. Hein. Ah ouais. Alors, c'est idiot d'ailleurs parce que ça plaît énormément. Comme je dis, 30 ans de métier m'ont appris qu'on a souvent peur du regard des autres, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être jugé parce qu'on achète ou on lit ce genre de trucs. Et la plupart des gens, je dirais, les 99% des gens réagissent bien, quoi. Ouais. J'ai très rarement eu des critiques négatives de gens découvrant mon travail ou qui disaient on va être mal vu parce qu'on a acheté cet album-là. Pas du tout, en fait. Ouais. Des copains dans une soirée, tiens, je te montre ce qu'il fait, lui, tu vas voir ça. C'est chaud, c'est génial. Voilà, même s'il y a leur femme à côté, ou même des fois c'est l'inverse. Ouais. Voilà. Non, c'est vraiment. On a une société qui a des a priori, la peur du regard des autres et tout ça, quoi. Il y a la peur du regard des autres, oui, ouais. Qui nous fait dire, qui fait parfois dire aux gens ce qu'ils ne pensent pas. Oui, exactement. Ou l'inverse de ce qu'ils pensent. Non, mais j'ai des lecteurs qui ne veulent absolument pas dire j'ai des très bons amis qui sont éditeurs. Quand à chaque fois qu'ils font leur publicité, c'est des petits éditeurs. Moi, je leur fais toujours ils ont un album qui me plaît, j'hésite pas à en parler. À chaque fois, ils m'envoient un petit mot. On s'excuse, Xavier, on peut pas te renvoyer la balle, on n'ose pas parce que on a pignon sur rue. J'ai envie de leur dire, mais moi j'ai quoi? Moi j'ai 30 ans de métier, je suis connu. C'est vrai, je nommerai pas certains de ces éditeurs, mais c'est des petits éditeurs qui fonctionnent bien, mais ils sortent pas de la France, par exemple. Ils sont pas connus en dehors de la France pour leur parution, alors que moi je suis connu dans le monde entier, mais on me dit on peut pas en parler. Je fais, écoute, je sais même pas si Poutine il a pas eu un de mes albums. Non, mais un truc, une anecdote assez amusante. J'ai une fille qui vient de passer son CAP là. Donc elle est en vente, en commercial vente, c'est son apprentissage. Et en début d'année, il y a 2 ans, quand elle a commencé dans son école, elle a dû dire son nom, quoi. Donc elle donne son nom, Duvet. Et elle a un de ses copains qui est venu voir, il fait « Mais ton père, ce serait pas Xavier Duvet ?» Alors elle est toute rougissante, elle connaît mon travail, ça la dérange pas, elle fait « Si, mais... » Alors, c'était un môme, il avait 17 ans, mais tu connais ces BD? Rassure-moi, tu connais le White Ghost, le truc de super-héros? Il fait, ah non, moi j'ai le journal d'une soubrette. Je savais plus où me foutre, parce que voilà. Alors tu me disais que tu exprimes beaucoup de tes fantasmes dans tes BD et qu'au début, tu as écrit quand même beaucoup d'albums, tu en as réalisé beaucoup qui tournent autour du BDSM, oui. Ou de fétichisme. Et tu me disais au début, c'était pas du tout un monde que tu connaissais. Alors, je l'ai connu, j'ai découvert la première fois l'univers BDSM, j'avais 14 ans, et un jour je suis tombé sur les premiers, pas les Betty Page, sur les premiers textes illustrés de Stanton. Et c'était Eric Stanton, voilà. Et quelques mois plus tard, dans Metal Hurlant, en achetant des vieux Metal Hurlant, j'avais vu qu'ils avaient parlé de John Willy. Donc, et ça, c'est des trucs, ça m'avait fait triper, quoi, les trucs de bandage. T'es pas le seul, parce que Karen Chessman m'en a parlé. Oui, mais il y a dans cet univers-là quelque chose de je sais pas, une tension qui est énorme, qui provoque des pulsions. Je veux dire, on n'est pas dans... je pense que quand on se construit notre sexualité, on voit papa, maman, et hop, c'est bon. Et puis on peut imaginer des petits trucs plus ou moins porno, mais à aucun moment, d'un seul coup, on imagine des bas nylons, des talons aiguilles, un peu de contraintes et tout ça. Et la première fois qu'on voit ça, on se dit waouh. Pourquoi est-ce que ça me fait de l'effet ou pourquoi est-ce que voilà. Et ça je me suis dit alors j'ai dessiné, je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'avais dessiné 2-3 petites pin-up en bondage et trucs comme ça, mais ensuite j'avais oublié, c'était resté dans un coin, quoi. Ouais. Et c'est principalement ensuite en allant chez cet éditeur, parce que
il n'y avait pas d'éditeur, il n'y avait plus d'éditeur de science-fiction en magazine, etc. Donc l'édition adulte, je me suis dit, il y a encore un marché, j'ai mes chances. Bon, ouais, je suis arrivé là-dedans, ils m'ont filé un truc BDSM. Donc je fais, bon, bah... Oh, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Alors je suis pas reparti en disant, oh non, 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 non. Tout le monde me pose la question, on veut tous en savoir un truc un peu plus croustillant sur le dessinateur. Comment est-ce qu'il fait l'amour? Comment est-ce que... Et en fait, tout à fait normalement la plupart du temps, mais entre guillemets, s'il y a une normalité. Mais non, mais il s'est avéré que donc les premières fois que j'ai dû faire j'ai fait des dédicaces, c'était chez la boutique Démonia à Paris. Je leur ai dit, mais moi, à l'époque, je faisais pas du crayonné, je faisais de l'aérographe. Donc j'ai dit, je peux essayer de faire des petits crayonnés, des trucs comme ça, mais je suis pas très très bon. Et c'est vrai que j'étais pas très très bon sur un truc jeté à la va-vite, entre guillemets, pour faire la dédicace. Mais là, j'ai eu véritablement mon premier lectorat qui est arrivé, quoi, qui m'a dit, j'ai eu, je me rappelle, une maîtresse avec son soumis habillée en smoking, talons aiguilles, travesti, très chic hein, d'ailleurs. Et il m'a dit, super, vous avez raconté notre vie, nos fantasmes, et ça. Alors je dis, moi, je les connais pas, donc je vous jure, je vous connais pas. J'ai imaginé ce que je pouvais faire avec les éléments que je connaissais et qui m'étaient donnés, quoi. Et apparemment, ça fonctionne bien, quoi. Et là, à partir c'était la première fois que tu rencontrais des gens directement qui t'avaient lu, quoi. Là, c'est vraiment la première fois. Et donc là, à partir de là, j'ai commencé à être un peu plus invité dans des soirées. Il y avait les soirées Démonia, puisqu'il y avait la boutique Démonia, ils m'ont invité dans les soirées. Et alors, dans les soirées Démonia, il faut quand même être un peu plus cosplay, entre guillemets, pour politiquement correct, mais donc mettre un peu de cuir ou un peu de latex, etc. Et puis moi, j'y suis allé, j'ai dit, je veux bien venir, mais bon, je vais pas faire un show, hein, moi. Donc, je veux bien acheter un pantalon en cuir, voilà, mettre un petit haut sexy ou un truc comme ça, je veux faire quelque chose de sobre et autres, mais bon. Et puis finalement, on s'est super bien amusé dans ces soirées. J'y suis allé avec ma femme. Ouais. Je lui ai dit, est-ce que tu veux venir? Alors, elle est plus jeune que moi, et c'est à l'époque, enfin, c'est toujours une belle femme, mais c'était vraiment une pin-up, quoi. Alors, alors, on a eu un succès fou, et on a côtoyé de plus en plus de monde de cet univers-là. Ce qui fait qu'on a fait quelques petites expériences de jeux et tout ça, quoi. Mais c'est pas devenu mon quotidien. Et le problème, il est un petit peu là, quoi. Je suis comme tout le monde, j'aime le sexe. Enfin, je crois qu'il y a des gens qui aiment pas le sexe. J'ai des amis qui sont pas sexués, mais je sais plus, comme dirait ma fille, ils sont pas trop attirés là-dessus, quoi. Mais bon, moi, je suis comme tout le monde, j'aime le sexe, mais à un moment donné, quand j'ai commencé à raconter ces histoires, évidemment, il fallait que ça excite mon imagination et que ça m'excite physiquement. Et j'ai bien eu envie d'essayer un ou deux trucs. Après ces soirées-là, j'ai essayé un ou deux trucs, mais je me suis dit, soit je fonce complètement dans une direction, soit je fonce complètement dans l'autre, parce que c'est bien faire. Je suis un fanatique, j'aime faire les choses vraiment à fond. C'est pour ça que j'ai une grande admiration, par exemple, pour les gens qui se travestissent ou qui vont se féminiser à l'extrême, parce que je trouve que c'est extrêmement difficile à accepter dans notre société et il faut un grand courage pour aller jusqu'au bout de sa vie sexuelle, l'afficher comme ça. Moi, j'ai préféré la mettre cette partie-là, j'ai préféré la mettre en retrait, jouer comme tout le monde, mais dans le cadre, je dirais, conjugal, voilà. Ou dans une ou deux soirées, ça m'est arrivé, puisqu'on a fait je sais plus combien de soirées fétichistes avec ma femme. À un moment donné, pendant un an, on en faisait tous les 2-3 mois ou un truc comme ça. Voilà. Puis après j'ai eu une enfant, et puis enfin une fille. Ah, et ça calme les choses, là. Ça calme les choses. Ça m'arrive d'être invité encore, justement, au Munch. La dernière fois, je suis invité, c'était super gentil d'ailleurs. Le Munch dissidente. Voilà, j'y suis allé tout seul. La deuxième fois, j'ai dit à ma femme, viens, ils sont super sympas, voilà. Et alors, ma femme, elle est dans le commerce, elle a une empathie incroyable. C'est-à-dire que, là, je parle beaucoup devant la caméra, mais en fait, je suis quand même plutôt quelqu'un de réservé, quoi. Je veux pas trop me révéler et tout ça, puis je préfère m'exprimer. Pas extraverti, quoi. Je suis pas un extraverti, on peut pas dire. Ma femme c'est une véritable mutante. On la met n'importe où dans une soirée, au bout de 10 minutes, elle peut te raconter la vie de tout le monde. Tout le monde vient se confier à elle, tout le monde lui raconte des trucs, et puis elle adore ce contact humain, discuter avec les gens, quoi. Alors, il y a deux choses qui m'ont amusé dans ce que tu m'avais raconté quand on a préparé l'interview, c'est que tu m'as dit que... alors ça m'a amusé, oui et non, mais deux choses. D'abord, certains clients t'ont demandé de les dessiner. Ah oui, souvent.
très souvent. Ouais, souvent en plus, ouais. Ah ouais, non, non, très souvent. J'ai en fait, j'ai, je dirais, 2 types de collectionneurs d'art, entre guillemets, de mon travail. Il y a ceux qui vont vraiment acheter des planches de dessin parce que c'est des amateurs de bande dessinée, ils aiment mon graphisme, ils vont acheter des planches de bande dessinée. Et puis j'en ai souvent qui me quand je fais alors j'appelle plus ça de la dédicace, c'est de la commission sur les albums, donc c'est des belles commissions où je passe 2-3 heures sur un truc, qui me disent souvent timidement, si je vous envoie une photo, est-ce que vous pouvez le faire? Je fais oui. Alors souvent c'est souvent une photo de madame où on voit le visage. Je dis mais si il y a plus sur, mais je fais, moi je suis un peu comme un docteur, je fais le truc. Après, ce que vous faites avec, je m'en fous. Et puis, les documents numériques qui sont donnés, je les oublie. Mais j'ai des gens qui m'ont carrément dit faites-nous 2-3 planches de bande dessinée avec le truc. Alors, mon problème, c'est que je peux pas les utiliser sans leur autorisation. Ouais. Alors, la plupart du temps, ils disent ah oui, mais vous pouvez sans problème. Ça les dérange pas du tout. Et puis le deuxième, c'est que c'est le fantasme de l'un ne va pas correspondre forcément au fantasme du lectorat, quoi. Ouais. Donc des fois, je peux rien en faire de ces planches-là. J'ai des planches que les gens n'ont jamais vues et autres, quoi. D'accord. Mais oui, pratiquement sur une personne sur 3 qui me demande un dessin personnel, me demande souvent quelqu'un de eux-mêmes ou leur femme ou D'accord. ou la petite amie, etc., quoi. Ouais. J'adore faire ça, en plus, c'est super. Et alors, il y a certains de tes lecteurs qui t'ont dit aussi que tu dessinais des pratiques extrêmes. Ouais. Et en même temps, tu leur répondais, ou en tout cas tu le pensais, je sais pas si tu leur as répondu, que bah, t'avais vu bien pire. Oh là, ouais, non, c'est pour ça, quand on parlait du regard des autres, non, moi, quand je suis arrivé dans les premières fois dans les soirées d'Emonia, bon, je suis quelqu'un à l'esprit quand même très ouvert, mais il y a des choses que j'ai vues, j'ai fait, ouf, là, je suis au devant, quoi. Ça m'a donné des idées pour la suite, pour certaines bandes dessinées, quoi. Ouais. Mais non, j'ai eu des demandes vraiment très extrêmes dans les dessins, et j'ai vu des choses beaucoup plus auxquelles j'avais pas pensé du tout, quoi. Beaucoup plus corsé en tout cas que ce qui oui, correspondait à tes beaucoup propres plus corsé. fantasmes. Il m'a fallu même, par contre, refuser des fois certaines commandes. Par exemple, j'ai quelqu'un d'Arabie Saoudite, ils sont très gentils, hein, ils ont de l'argent, mais on m'a demandé des trucs de pédophilie, pas possible, quoi. Je leur ai dit, et on mettait beaucoup d'argent sur la table. J'ai dit non. J'ai dit non, ça c'est pas du tout moi. Là, je le fais que dans l'adulte consentant. Ouais. Même, et il y a des choses que je refuse. Je refuse en général quand on me dit ouais, ce serait bien. Il y a des piercings. Moi, les piercings, je m'en fous. Ah, s'il pouvait y avoir du sang à couler, des trucs comme ça. Je fais là, on va dans un extrême qui est pas interdit, mais qui m'intéresse plus du tout. Je veux pas savoir. Voilà. Il y a il y a des choses que je me pose des limites, puis en même temps. Faut que ça reste dans un univers qui me passionne, quoi. Je veux dire, sinon, je vais pas prendre plaisir à dessiner ces choses-là. Il faut que ça te passionne, sinon c'est un métier de passion. Donc, si on fait des choses, bah, autant aller à l'usine, quoi. Mais il y a des écrivains qui écrivent à la commande. Bon, ça veut pas dire qu'ils écrivent à la commande n'importe quoi. Oui. Là, ils choisissent ce qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'écrivain, tant qu'à me projeter dans cette idée-là, c'est vrai que je me vois pas écrire à la commande aujourd'hui. C'est pas effectivement, je me vois pas écrire quelque chose qui va pas vraiment, non seulement qui va pas me passionner, mais en plus qui ne correspondrait pas intimement à un sujet que j'ai envie de traiter. Voilà. Donc ça peut être particulier. Oui, alors c'est pas que j'ai envie de dessiner obligatoirement toujours du sexe, puisque j'ai fait du super-héros, ça c'est un des trucs qui me plaît énormément. Ouais. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu attristé quand je vois certains dessinateurs de mes collègues, quand j'allais encore à Angoulême, ils disaient « Ah, j'ai fini le contrat avec tel éditeur, faut que je retrouve une autre idée pour faire autre chose derrière ». J'avais envie de lui dire mais là, va pointer à l'usine, c'est la même chose, quoi. Tu crées pas, tu obéis à une commande. Je trouve que ça a pas d'intérêt pour moi. Mes collègues vont me jeter la pierre, peut-être s'ils voient ça, mais je trouve que le dessinateur qui a fait le truc sur la vie de Victor Hugo, il faut vraiment qu'il aime Victor Hugo pour faire un truc sur Victor Hugo ou sur, il y en a sur la condition de la femme afghane. Je fais bon. Faut être un peu masochiste pour faire ce genre de choses, quoi. Alors, si ça correspond à leur... Alors, je peux comprendre sur le côté commande, parce qu'effectivement, moi, je ne me verrais pas faire de la commande. Mais le temps me détrompera peut-être. Oui. Et puis aussi, il y a d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte, c'est que il faut vivre aussi, quelque part. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, je comprends. Je l'ai fait pendant des années, courir la commande. Ça, pendant des années, en publicité principalement.
pour les textiles, pour les logotypes, enfin pour les petites maisons de pub et tout ça. Mais ça, c'est un petit peu différent, c'est du one-shot, etc. Mais quand on va passer à un dessinateur, ou quand on voit certains dessinateurs qui font des romans de 160, enfin ce qu'on appelle maintenant du roman graphique de 160 pages sur des thèmes qui sont bien barbants, d'ailleurs qui sont souvent dessinés à la va-vite, on le voit bien. Hein, on est plus dans le rough que dans le truc. Je trouve que alors, ils ont peut-être envie de laisser une trace historique ou d'amener justement de raconter l'histoire différemment ou la politique ou autre chose, ou un thème important. Ça a son importance, mais pour moi, c'est pas une approche. C'est une approche sans être un artiste, parce que j'aime pas beaucoup le mot. C'est une approche artistique que j'aime pas du tout, qui m'intéresse pas, quoi. C'est pas la tienne en tout cas. C'est pas la mienne. Bon bah écoute, on est à la fin de l'interview. Je te remercie de d'avoir accepté mon invitation, puis de m'avoir reçu chez toi dans ton atelier. On voit une planche derrière. Est-ce que je peux la montrer? Oui, on peut la montrer. Tu veux que je l'approche comme ça? Je vais carrément l'approcher doucement. J'ai pas le stabilisateur, mais hop. On va la montrer un petit peu. Il y a un joli dessin. Alors, ce qui est amusant, tu vois, on a par exemple juste à côté, on a les deux planches précédentes. Et on s'aperçoit que donc là, je travaille sur un format A3. Il va me falloir 2 formats A3 pour faire une seule planche. D'accord, c'est déjà une réduction. Voilà, ça va être le format de parution album, comme on conçoit. Alors qu'en fait, je fais deux demi-planches. Alors, des fois, je construis qu'une seule grande planche parce que pour le déroulé de l'histoire et tout ça, quoi. D'accord. La plupart des dessinateurs travaillent souvent dans des très, très grands formats. D'accord. Ok. Alors j'avais envisagé de faire un petit jeu sur lequel il y aurait eu un dessin à gagner. Je t'avais dit, si tu pourras peut-être griffonner, c'était pas le mot que j'avais utilisé, mais si tu peux faire une esquisse rapide, et tu m'as dit, une esquisse, c'est... Bon, et en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, l'idée n'était pas bonne. Il y en avait pour un certain temps, parce que sur la planche que je viens de montrer, tu y as passé déjà combien de temps? Alors sur celle-ci, il y a déjà, rien que pour le montage, parce que j'utilise souvent des documents photographiques à la base pour être le plus réaliste possible. Donc sur le montage de la planche, il y a 1 heure. Sur le crayonné de la planche, il y a facilement 1 heure, 1 heure et demie. Si je suis content de moi la première fois. Ensuite, là, on est juste sur un premier ancrage du noir, et là, il y a déjà 2 heures de boulot. Et quand il y aura la deuxième partie d'ancrage avec tous les détails, puisque là, il en manque, il y aura encore 2 à 3 heures de boulot. Puis après, il va falloir la scanner. Donc, désolé pour les gens qui regardent la vidéo, il n'y aura pas de dessin à gagner. Non, il n'y aura pas de dessin à gagner. Non, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, à Angoulême, quand j'allais à Angoulême, je faisais 20 à 30 dédicaces par jour. Ça veut dire que je passais 15 à 20 minutes par dédicace, déjà, pour faire quelque chose qui est vraiment pas terrible, parce que on n'a pas la concentration, il y a beaucoup de brouhaha, il y a la fatigue, parce qu'on en fait 1, 2, 3, mais en faire pendant 6 heures d'affilée, si je pouvais le faire autrefois, c'était bien. Maintenant, c'est au bout de 3 heures, le dessin, j'ai du mal je sature. Et un jour, Thierry, donc mon éditeur, j'avais fini, et il y avait encore des gens qui voulaient des dédicaces. Alors, il y avait encore 3 ou 4 personnes, mais il me dit, ouais, mais tu fais un petit truc vite fait quand même, ça va. Alors, je sais plus, il y avait une personne connue qui voulait absolument une dédicace. Je lui ai dit, elle repasse demain, où on serre la paluche, elle sera peut-être contente. Et puis, il me dit, non, mais fais-moi un truc vite fait en 5 minutes. Je lui fais, Thierry, je suis claqué, j'en peux plus. Il dit, mais tu sais, c'est un truc comme ça, on s'en fout. Et donc, j'ai pris un des albums et j'ai fait un truc en 5 minutes et je lui ai donné. Et il a fait, je lui dis, 5 minutes, c'est ça. Je lui dis, tu m'as vu toute la journée faire des dédicaces entre 15 à 20 minutes. Là, tu me demandes un truc avec 3 à 4 fois moins de temps. Je fais 5 minutes, c'est ça. On peut pas faire mieux, quoi. Faut pas rêver. Bon. En tout cas, je te remercie. C'était un plaisir. Hein, tu reviens quand tu veux. En plus, je suis dans une région là que j'aime beaucoup. Donc, ça pourra m'arriver de revenir. Et j'avais vu Karen pas très loin. Enfin, c'est vraiment un coin. J'ai fait sa connaissance il y a peu de temps et sympa, très sympa. En tout cas, je te remercie. Et puis, bonne continuation.